Alors vous l'attendez tous ce soir. Elle a permis, par son énergie, par son talent, à offrir aux Parisiens quelque chose qui ne s'était pas fait depuis longtemps, c'est une liste d'union. Je suis aussi là pour cela ce soir. Une liste d'union des partis du centre, du MoDem, de l'UDI et de l'UMP. Cette union... Elle va nous permettre de remporter non seulement le 12e arrondissement, mais l'ensemble de Paris. Je vous demande d'applaudir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir et merci beaucoup ce soir. Merci à Jean-François et à Valérie qui, Valérie et Jean-François, ils ont 2 meetings ce soir, 3 peut-être, enfin, après ils enchaînent. Moi aussi, mais c'était important. C'était important, parce que tout est important, mais c'était important particulièrement parce que c'est vous, parce que c'est le 12e, parce que c'est Valérie et son équipe, et parce qu'il se passe des choses importantes. Moi, je voudrais vous dire que j'ai confiance. J'ai confiance d'abord en Valérie et en l'équipe qui l'entoure. Tu l'as dit, François, l'union, c'était important partout dans Paris. Une union qui dépasse les frontières des partis politiques, c'est, je le crois profondément, la condition de la victoire, mais aussi le gage d'une gouvernance renouvelée après. Donc c'était important partout, mais c'est encore plus important ici qu'ailleurs. Ça a encore plus de sens ici qu'ailleurs, dans un arrondissement dans lequel il y a eu tant de déchirures et de déceptions par le passé, du fait de la désunion. Le choix de l'union, c'est le choix de votre équipe. C'est le choix de cette équipe qui ressemble à la nouvelle. C'est en même temps le choix de la proximité. Et là aussi, dans un arrondissement dans lequel il y a eu quelques autres essais, au succès inégal, et bien c'était important de proposer aux habitants cette nouvelle option, cette manière de faire, de leur proposer autour de Valérie, autour de vous tous, une liste qui leur ressemble. Moi, je le sens très fortement, à chaque fois que je viens dans le 12e, ça m'arrive assez souvent, cette ambiance, cette atmosphère, cet esprit d'équipe qui s'est forgé. Je voudrais dire à ce propos que je sais que vous avez vécu dans l'équipe un deuil très récent dans la personne de Christian Thomas Monpreville. Ça m'a choqué, comme vous, parce que c'est une équipe, parce que vous vous battez ensemble, parce qu'il était présent il y a encore quelques jours, le lundi matin, à la Bellevilloise, à l'occasion de la rencontre, du rendez-vous donné avec tous les candidats à Paris. Je sais qu'il était important pour l'équipe et je suis sûre que Doumbélé, il est fier de ce que vous faites et il sera plus fier encore le 23 et le 30 mars. J'ai aussi confiance en vous, en tous ceux qui font campagne, pour ceux parmi vous qui font campagne. Il peut bien y avoir quelques curieux qui seront convaincus à la fin. On arrive à un moment de la campagne où il y a comme des boucles qui se bouclent. Ça fait des mois maintenant qu'on est sur le terrain, à la rencontre des uns et des autres. Et on arrive à un moment où ces chemins, ils finissent par se recroiser. Valérie, tu te souviens, il y a 15 jours, je suis venue cours de Vincennes pour un marché, là à la limite, entre le 12e et le 20e. On était allé chez un pizzaiolo qui allait tous les matins à Rungis chercher des produits frais et qui faisait de la pizza aux produits frais de Rungis. Et bien tout à l'heure, j'étais avec Delphine Gorky, notre tête de liste dans le 9e, à la rencontre des commerçants. On entre dans un petit commerce de restauration, on tombe sur une dame
qui sort son appareil photo et qui dit « Vous êtes passé chez mon frère, goûtez sa pizza. Il faut absolument que vous goûtiez ma cuisine. » Et là, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui est en train de se nouer. Ce sont des milliers de liens qu'on a tissés patiemment depuis des semaines, depuis des mois, dans les arrondissements, entre les arrondissements, à travers Paris. Et ces liens, ces fils, commencent à former étoffe. Et c'est un deuxième motif de confiance. Et puis, il y a un troisième motif de confiance. Moi, j'ai confiance en les Parisiens. Les Parisiens, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, on a eu le sentiment qu'ils observaient, alors parfois un peu incrédules, voire indifférents, hein, de temps en temps, on s'interrogeait. Ils observaient des sortants, une équipe qui leur proposait la résignation, qui leur parlait en fait de fatalité. Comme s'il y avait eu une fatalité en matière de sécurité, à ce que dans tout Paris, on s'inquiète. On s'inquiète pour les cambriolages, qui ont augmenté de plus de 25% en un an, c'est quand même pas commun. Qu'on s'inquiète pour les enfants à la sortie d'école, avec le phénomène du racket, qu'on s'inquiète parce qu'on doit aller prendre un train à la gare du Nord, ou parce qu'on a de la famille du côté de la porte de la Chapelle ou de la porte de Vannes. On les appelait à la fatalité sur les questions de la fiscalité, dont Jean-François et Valérie ont parlé. Il aurait fallu trouver ça normal d'avoir une explosion des impôts de 40% en moyenne. Ça n'est qu'une moyenne. Même les Verts ont protesté dans le 19e, dans le 20e, la taxe de balayage multipliée par 6, ben oui, on la sent passer. Il aurait fallu considérer comme une fatalité que Paris devienne une ville sale. Une ville dont on voit tous les jours qu'elle est plus sale. Une ville dont on a un peu honte de découvrir dans l'œil des touristes, avec quelle incrédulité ils regardent cette saleté-là. Il aurait fallu vivre comme une fatalité la perte d'attractivité qu'on lit dans les classements, mais qu'on lit aussi tout simplement dans toute une génération, celle que tu voulais accueillir, Valérie, à la caserne de Reuilly, celle qui songe à faire ses études ailleurs, ou à aller créer sa boîte à Londres, ou à aller vivre sa vie d'artiste à Berlin. Il aurait fallu vivre comme une fatalité le départ des classes moyennes. Et un récent sondage indiquait que 70% des Parisiens disaient que Paris était devenu une ville privilégiée. C'est la gauche qui a fait ça. Il aurait fallu enfin vivre comme une fatalité la pollution. Et oui, le nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise à Paris, selon Air Paris, organisme indépendant, financé par ailleurs par la ville, la région et le reste, donc vraiment pas suspect de sympathie politique, le nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise est passé par an, 53 par an en 2001 à 117 par an en 2013. Un doublement. Et aujourd'hui, 3 associations ont même porté plainte. Elles ont porté plainte et on les comprend, car quand on sait que la politique de la ville et de la région ont été la dieselisation à outrance de tous les moyens de transport et la création à Paris d'un gigantesque embouteillage pour dégoûter les automobilistes. Avec le succès qu'on a vu, on a dégoûté tout le monde et on a pollué Paris. Bref, il aurait fallu être fataliste vis-à-vis de tout ça. Et de plus en plus, ces Parisiens qui entendaient ça, incrédules, peut-être résignés, eh bien, ils entendent une autre musique. Une petite musique que nous leur faisons, qui monte, qui monte, qui monte. Une autre politique est possible. Et ils viennent nous voir sur les marchés, ils nous interpellent dans nos porte-à-porte, quand on distribue nos tracts, à la sortie des métros. Et ils nous disent, ça va aller. Dites-nous que ça va passer, là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Parfois, on les voit arriver, on a l'impression qu'ils sont un petit peu agressifs. On se dit, oh, ça va être celui du matin qui n'était pas pauvre. Ils viennent vous voir. Avec cet air un peu angoissé. Ça, vous allez passer, hein. Vous nous laissez là. Non, on les laisse pas. J'ai confiance en eux et ils peuvent avoir confiance en nous et je le sais en vous. Alors, il faut bien reconnaître qu'on fait campagne dans des conditions un peu spéciales. D'abord parce qu'on a en face de nous une candidate qui ne supporte pas qu'on conteste ses droits sur l'héritage. Elle nous prend mal. Elle considère que ses droits sur l'héritage sont indiscutables.
Elle nous le fait savoir, elle s'offusque de toute remarque. Alors elle peut s'autoriser les plus gros mensonges. Jean-François Le Garret en relève régulièrement et il vous dira qu'elle est coutumière du fait. Elle peut utiliser les méthodes les plus condamnables. Récemment, l'utilisation des moyens de la mairie avec instruction donnée au service de la propreté d'aller arracher les affiches hostiles à Madame Hidalgo. Franchement, ils n'ont rien de mieux à faire, les services de la propreté. Non, vous ne croyez pas, parce que dans le 12e, on peut indiquer des coins, hein, il y a des choses à faire. Et puis surtout, elle fuit le débat. C'est une vraie question de démocratie. Vous savez que il y a une élection. Les électeurs sont convoqués aux urnes. Le débat, c'est un moment de vérité. Le débat, c'est un moment où on se dit des choses. Le débat, c'est un droit. C'est un droit démocratique des électeurs. Rien que ce week-end, elle a annulé ou refusé 2 choses. Samedi, on avait une suite d'auditions devant les parents d'élèves. Ça aurait été intéressant qu'elle vienne. On aurait pu parler, par exemple, de la réforme des rythmes scolaires. Une réforme imposée qui marche pas. La veille, elle a annulé. On a eu Julia. Elle a indiqué qu'elle avait un truc très très important. Son agenda était surchargé et à la même heure, elle a tweeté. Elle était sur les quais de Seine parce qu'il y avait du soleil. C'est vrai qu'on était à la Belle-Îloise, à l'intérieur, mais enfin, les parents d'élèves, ils étaient là, eux. Et puis hier, on avait un débat, comme disaient les chaînes, pour essayer d'appâter un peu le client, un débat sur le grand jury RTL. Sauf que c'était pas un débat. C'était une demi-heure chacune, par tirage au sort. Ils nous avaient proposé que ce soit un débat, ça aurait été bien. Et franchement, les électeurs, les Parisiens, les citoyens, en entendant ça, ils ont dû penser qu'on était dans un monde de fous. Alors chacune une demi-heure à la suite, alors qu'on aurait pu faire 1 heure ensemble. 1 heure de vérité, 1 heure de confrontation, 1 heure où on dit les choses. Et ben voilà. Alors elle est coutumière du fait, hein, début février, on avait un débat dans le think tank Altaïr sur la culture, elle a annulé 2 jours avant. Le 20 mars, on avait un débat prévu depuis 1 mois sur France 3 Île-de-France, entre les 5 candidats à la mairie de Paris. Tout le monde avait dit oui. Elle vient d'annuler. Elle vient d'annuler. Et puis entre les 2 tours, on a eu plusieurs médias qui nous en ont proposé. Moi, je dis, j'accepte tout, on peut en faire au moins 2. On peut en faire même 3 en termes de calendrier. Mais enfin, au moins 2, ça pose pas de problème. Et franchement, ce serait bien. Eh bien, son équipe fait savoir que peut-être elle consentira à un moment de confrontation. Bref, le débat, elle aime pas ça. Mais... pourquoi elle aime pas ça? Eh bien, les débats, d'abord, ils révèlent les contradictions. Ils révèlent les contradictions à l'intérieur d'un camp qui, aujourd'hui, ne partage ni la fierté de son bilan, ni un projet. En fait, ils n'ont partagé que le pouvoir pendant 13 ans. Ils se présentent sur 3 listes, ceux qui ont formé majorité pendant 13 ans. Ils sont partagés que les postes. Et on l'a vu dans le premier débat à 5, vous aurez donc été le seul qui avait eu lieu sur LCI, le moment où les Verts et Mme Hidalgo se sont affrontés sur la question des tours. Ils n'étaient pas du tout d'accord, du tout d'accord. Moi, j'étais plutôt d'accord avec les Verts. Là, ils veulent nous mettre des tours aussi à Bercy-Charenton. On a un projet alternatif. Vous le connaissez, on en reparlera. Il y a aussi le grand moment où Mme Hidalgo et le Front de Gauche se sont affrontés. Alors là, c'est sur la question des caméras. Mme Hidalgo, elle disait du bout des lèvres que peut-être on pourrait imaginer quelques caméras supplémentaires. Et Mme Simonet a dit ah non, 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 il faut surtout démonter toutes celles qui existent. Ils vont faire des listes ensemble. Donc un débat, ça révèle des contradictions, et puis un débat, ça révèle des contradictions personnelles. Ça oblige à clarifier ses positions, des positions sur des sujets fondamentaux pour la vie des Parisiens, des positions sur lesquelles nous sommes clairs. Et les Parisiens doivent savoir ce que les uns et les autres leur proposent. Nous leur proposons une nouvelle énergie pour Paris. Une nouvelle énergie pour Paris. Nous leur proposons des choses simples. Il n'y aura pas de fontaine à eau pétillante, je vous le dis. Que ce soit clair entre nous, les fontaines à eau pétillante, non. En revanche, nous vous proposons d'une part de les protéger et d'autre part de leur faciliter la vie. Les protéger. Et je vous propose qu'on se fasse un peu le débat puisqu'elle n'a pas voulu le faire. Je vais vous dire ce qui serait différent d'entre eux et nous. Les protéger, c'est d'abord les protéger dans leur sécurité. Non, c'est pas vrai que la ville de Paris ne peut rien faire.
Et les Parisiens ne sont pas condamnés à avoir un maire qui se cherche des excuses plutôt que des solutions sur un problème aussi important que la vie quotidienne. Oui, la ville de Paris peut dès aujourd'hui mettre en place une police de quartier en attendant les modifications législatives. Oui, la ville de Paris peut doubler le nombre de caméras de vidéoprotection et c'est pas du luxe, ça nous mettra à pas des moyens. Protéger les Parisiens, c'est aussi les protéger d'un gouvernement et d'un président de la République qui les déçoit pour ceux qui l'avaient choisi et qui pour les autres les met en colère et dans les deux cas les matraque fiscalement. Parce que 40% d'impôts en plus à Paris, plus les impôts nationaux, ça fait beaucoup. Et 1 euro, c'est 1 euro. 1 euro payé en plus au niveau national et 1 euro payé en plus au niveau local, et ben ça fait 2 euros qui manquent. C'est mal. Bon, en tout cas, c'est trop cher. Donc les protéger de hausse d'impôts, nous on l'a dit. On l'a dit, on veut réduire les dépenses pour baisser les impôts. On veut réduire les dépenses pour arrêter le matraquage. On a un plan, on ne le cache pas, on l'a affiché. 1 milliard de réduction des dépenses sur 6 ans. Non, il n'y a pas de fatalité à ce qu'il y ait toujours plus d'agents à la ville de Paris, surtout que c'est beaucoup des agents dans les bureaux, très peu des agents sur le terrain, et même que cette multiplication de la technostructure, elle décourage les agents qui sont vraiment sur le terrain. Et on propose de revenir à un peu plus de raison là-dessus. Les protéger, oui, et puis leur faciliter la vie. Alors hier, il y a eu un moment de vérité sur RTL. Ça faisait quand même 5 fois que Madame Hidalgo a changé d'avis sur le commerce le dimanche. Suivant les publics, c'était différent. Alors quand elle est en face des communistes, elle était farouchement contre l'ouverture des commerces le dimanche. Vous voyez. En face des commerçants, elle était discrètement pour. Et puis alors en face des consommateurs, ça dépendait. Hier, il y a enfin une réponse forcée. Elle a dit finalement contre. Et bien Bercy Village, il apprécie. Nous, on ne s'en cache pas. Avec Valérie, on est pour une extension. Bercy Village, ça a été construit pour ça. Le dimanche, il y a des restaurants ouverts avec entre deux des commerces fermés qui sont des commerces de loisirs qui du coup vont mal. On va aller voir le patron de la FNAC Bercy Village. Il vous dit quoi? Il vous dit que ça fait 30% de différence de son chiffre d'affaires, que c'est des étudiants qui bossent le dimanche. Et probablement, il ne va pas pouvoir réussir à rester ouvert parce qu'il ne réussit pas à équilibrer sa surface qui était prévue pour une ouverture le dimanche. Mais ils pensent quoi, les socialistes? Ils pensent que le diktat des syndicats, ça vaut mieux que l'emploi. Ils pensent que le diktat des faciliter la vie, c'est faciliter le logement. Et notamment le logement de la classe moyenne. L'autre jour, à la Belle Villoise, on était réunis tous les colistiers. J'ai dit que l'esprit des lieux m'invitait à lâcher un peu et à indiquer que je trouvais que la politique des socialistes en matière de logement pouvait amener les qualifiés social trade. Et c'est un peu vrai quand on y réfléchit. Je reviens à mon sondage là, d'il y a une semaine. 70% des Parisiens qui disent que Paris est devenu une ville de privilégiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui pensaient pouvoir compter sur l'attention, la classe moyenne qui travaille, le couple avec 2 salaires normaux qui ne peuvent plus se loger à Paris. Pour eux, c'est fini. Pour eux, Paris, c'est derrière. Ils sont condamnés à l'exode. La gauche les a condamnés à l'exode. La gauche les a condamnés à l'exode en vendant très cher les terrains. La gauche les a condamnés à l'exode en rachetant très cher souvent les logements des classes moyennes pour pouvoir les transformer artificiellement en logements sociaux. C'est pas des nouveaux logements, ça résout le problème pour personne. Et nous, Valérie, on veut, dans la suite de ce que tu envisageais sur la caserne de Reuilly, on veut faire de Bercy-Charenton un grand projet en faveur des classes moyennes. J'ai dans la suite de ce que tu envisagé pour la caserne de Reuilly parce qu'il y aura des étudiants. Oui, on a des étudiants. Ah oui. Et puis, il y a besoin de place pour les étudiants. Tu le sais très bien, il y a 13 000 logements étudiants à Paris, en résidence ou en Crous, alors qu'il y a bien plus que ça d'étudiants qui ont besoin d'un logement. Bercy-Charenton, c'est pas compliqué. Je vais vous faire un peu de publicité comparative. La gauche, elle prévoit sur un petit cœur de terrain quelques tours. Parce que, comme elle ne couvre pas les voies, elle a besoin de construire en hauteur.
Nous, on n'est pas pour le lotissement de l'avenue Foch ou de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, le lotissement des derniers espaces verts et ouverts de Paris. On veut partir à la reconquête des espaces déshérités, des espaces stériles, couvrir les voies de chemin de fer, récupérer les friches industrielles. Et on va le faire à Bercy-Charenton. Parce que Bercy-Charenton, ça peut être une ZAC de 60 hectares. C'est pas vrai que c'est pas possible. Et il s'est passé quoi de l'autre côté de la Seine? À Seine-Rive-Gauche, il s'est passé la même chose. Les voies d'Austerlitz, vous vous souvenez? Eh bien, au-dessus, maintenant, il y a quoi? Il y a un quartier qui est pas mal. Ben, Bercy-Charenton, on peut le faire. Et on peut le faire encore mieux, parce que forcément, on apprendra de l'expérience de ce qui s'est fait en face. Une ZAC de 60 hectares, avec une priorité enfin donnée aux classes moyennes. Alors, et j'en finis par là. Je voudrais m'adresser à travers vous, donc vous serez porteur du message, aux Parisiens. On a des sortants qui vivent Paris comme une rente. Ils attendent, non pas la réélection, la reconduction dans leur esprit. Ils font ma campagne. Une rente dont on vit bien. 36 adjoints, 500 000 € en moyenne par cabinet, 75 chauffeurs, des logements sociaux en nombre, y compris pour des adjoints au maire, des maires d'arrondissement. Et oui, on connaît ça en 12e. Les indemnités de représentation. Tiens, on a appris récemment que Madame Hidalgo, elle trouvait que 2 000 € par mois, c'était pas beaucoup. Vous vous souvenez, c'était chez Bourdin la semaine dernière. Elle justifiait son cumul entre son mandat de conseillère régionale, son mandat de première adjointe, sa retraite, et puis on a compris qu'elle envisageait, si elle avait été élue maire, d'y ajouter l'indemnité de représentation qui est attachée au maire. Frais de bouche, en fait. 2 000 € par mois, 12 000 € par an, 144 000 € sur un mandat, et oui. Et elle a dit, ah mais c'est pas grand-chose. Ah ben, il y a des choses qu'on comprend mieux en même temps sur la hausse des impôts, hein, parce que si 2 000 € par mois, c'est pas grand-chose. Nous, on prépare tout ça. Et on voit des Parisiens qui en veulent plus. Et quand la gauche nous dit « Oh, mais c'était déjà comme ça avant », on leur dit bah, « Vous êtes fait élire en 2001 en expliquant que tout allait changer, et on trouve plutôt que vous avez approfondi les problèmes. » Et on a tous signé une charte d'éthique, justement, pour que ça ne devienne pas. On dit Parisien aussi, et je le dis avec Valérie tout à l'heure, il voudrait donner la victoire à François Hollande en offrande. Et on sait bien comment il la prendrait si jamais la gauche regagnait ou gardait Paris. Il la prendrait comme un bol d'air, comme une autorisation et même une incitation à poursuivre. Est-ce qu'on a envie de ça? Non. Eh bien avec vous, j'appelle les Parisiens, nous appelons les Parisiens à l'esprit de résistance contre tous ceux qui voudraient leur voler leur choix et leur vote. Nous appelons les Parisiens à notre tradition commune de liberté, à notre longue histoire de rébellion. Je le redis, une autre politique est possible. Je compte sur vous et je compte sur vous.